Good morning, everyone. Okay. We are 3 graduates and 1 student from the University of Ghent, and we are presenting you a case about unilateral flexural limb deformity of the distal interphalangeal joint in a fall. Voici l'équipe de vétérinaires de Gand, en Belgique, et ils vous présenter un cas clinique sur une déformation du fléchisseur digital profond sur un poulain. I present you Chocopop. It's a 5-month-old colt that is a crossbreed between a warm blood and a pony. He was being presented at the clinic on the 5th of November in 2020. Donc c'était le cas d'un poulain qui avait 5 mois, qui était un croisement entre un cheval de sport belge et un poney, et qui a été présenté en fin novembre de l'année dernière à leur clinique. So the history of the fall. At 3 months old, the vet at home has diagnosed a mild retraction of the right front leg. During 2 months, the farrier at home treated the fall with corrective trimming and shoeing. This means rasping the heels and keeping the toe round. At 5 months old, the retraction became severe in the right front, so the vet referred the fall to the clinic. Donc en fait, pendant l'été, le propriétaire a remarqué qu'il y avait une rétractation du membre du fléchisseur profond. Donc ils ont vu avec le maréchal qui a commencé un parage correctif et un ferrage du poulain. Sauf qu'au bout de 2 mois, comme il n'y avait pas d'amélioration et qu'en fait ça a commencé à empirer, le propriétaire a référé le poulain vers leur clinique. So this is Chocopop, and during the clinical examination, we diagnosed a severe retraction of the deep digital flexor tendon on the right front leg. With manipulation, a mild degree of extension was possible in the deep interphalangeal joint. The retraction causes a severe hyperflexion, which results in heels that are elevated from the ground. The heels are also contracted, and the toe has some excessive wearing off. Donc, au niveau de l'examination, quand le poulain est arrivé à la clinique, il avait une rétractation sévère du tendon digital fléchisseur profond sur l'antérieur droit, avec les talons qui ne touchaient plus le sol. Même avec de la manipulation, c'était plus possible d'étirer la jambe du poulain. Et ils étaient avec le sabot resserré en pince. So we start with the differential diagnosis. The first one on our list is an acquired flexural deformity. This fits best with the history of the horse, since the deformity was not present at birth, according to the owner. This deformity happens most often unilateral in one of the front limbs. A second possibility is a congenital flexural deformity. These deformities occur most often in the carpus and metacarpophalangeal joints. The distal interphalangeal joint is rarely affected. This can be B and unilateral. A third possibility is a rupture of the extensor digitorum communis. Falls with this condition have a typical flexed position. This can also be B and unilateral. You can differentiate this condition with the acquired and the congenital flexural deformity by manually trying to extend the leg. This will be very easy in a rupture, but quite difficult in the other deformities. Another typical clinical sign of a rupture is a soft swelling of its tendon sheet. The tendon sheet is located dorsolateral at the level of the carpus and distal radius. Donc en fait, il y a 3 diagnostics différentiels possibles dans ces cas de pieds-bots. Le cas de leur poulain, c'est que c'est acquis avec le temps. La propriétaire disait que voilà, le poulain n'était pas né avec un pied-bot. Et ça touche généralement, comme c'était le cas pour eux, l'articulation interphalangienne distale. Ensuite, ça peut également être congénital, donc présent dès la naissance. Ça touche dans ce cas-là généralement les carpes, les articulations du carpe, et ça peut également être dû à une rupture
de l'extenseur digité commun, sauf que dans ces cas-là, ça se voit rapidement à l'examination puisque le poulain ne peut pas étendre la jambe. Donc c'est pas possible de faire une extension, ce qui n'était pas le cas pour leur poulain. Okay, let's S'il y a une rupture de l'extenseur, en fait, l'extension est facile, alors que s'il n'y a pas de rupture de l'extenseur comme quelque chose d'acquis, c'est difficile, quoi. Voilà. Et puis souvent, il y a une déformation des tissus mous. Excuse-moi. Pardon. Okay, so let's zoom in on the etiology of an acquired flexural deformity in the coffin joint, or in other words, a club foot. This deformity typically develops in foals between the age of 1 and 6 months old. It all starts with a mismatch between fast growth of the long bones and the relative too slow elongations of the tendons and ligaments in the back. This increases the traction on the deep digital flexor tendon, in green on this picture. The bone growth is determined by genetics and nutrition, for example, an excessive food intake. This mismatch causes pain, by which the foal will contract its tendons. The heel will be elevated from the ground and the heel will overgrow due to lack of ground contact. All the pressure will come on the tip of P3 and there will also be a lot of pressure on the sole. This can possibly cause abscesses and flaring of the tip of P3. This all results in an angulation between P2 and P3. A pain can also be a primary driver in this process, for example, a lesion in the back of the foot or a lesion in the deep digital flexor tendon. Donc, pour l'étiologie du pied-bot, en général, il y a un facteur génétique couplé avec une nutrition qui, par exemple, peut être trop riche, qui fait que la croissance des os longs du métacarpe va être plus rapide que celle du tendon digiteur profond, ce qui va donner une dissymétrie de croissance et qui va entraîner un effet de traction du tendon sur P3, la phalange distale, ce qui ensuite va causer une douleur et c'est un cercle vicieux. Et cela provoque également donc une réduction de l'angle P2-P3 avec la phalange P3 qui va être tirée vers l'arrière. Another hypothesis is lateralization. You can see it often when foals are in the field, that they put one leg to the front and one to the back to easily reach the grass. Unfortunately, they always pick the same leg to put to the back. This leg, the heels will also elevate and overgrow through the lack of ground contact, and the foot will develop a boxy shape. On associe également ça en général avec une latéralisation en pâture, quand les poulains broutent, quand ils ont l'encolure relativement courte et ils ont tendance à en fait utiliser les mêmes membres dans la même position, ce qui à la longue peut aussi entraîner la déformation. The condition can be separated in two grades, depending on the dorsal hoofal angle. Grade 1 is when the angle is less than 90 degrees. Most often this is combined with heels that are still on the ground. Grade 2, the dorsal hoofal angle is above 90 degrees or it past the vertical. Most often this is combined with heels that are elevated, as in our case. Alors, on peut noter le type de pied-bot par un système donc de grade 1 ou de grade 2, avec le grade 1 qui correspond à un angle dorsal inférieur à 90 degrés, tandis que dans leur cas, c'est un grade 2 plus sévère, avec l'angle dorsal du sabot, comme on voit sur leur schéma, qui était supérieur à 90 degrés. In order to make measurements, we took X-rays on the day of arrival. Here you can see the lateromedial view of the right front foot. Let's have a closer look. First of all, you can see that the sole is too thick. This is because of the lack of wearing off through ground contact. In order to monitor the hoof closely, we measured 3 angles. These measurements will be repeated in the follow-up X-rays. The first angle is the angulation between P2 and P3. On the day of arrival, this was 129 degrees. Normally, this should be completely straight, so 180 degrees. This kind of angulation is called broken forward hoof pastern axis.
The second angle is between the dorsal hoof wall and the ground. In our case, this is 130 degrees. In a normal foot, this should be around 55 to 60 degrees. And last but not least, the third angle is the palmar angle. In our case, it's 73 degrees. In a normal horse, it should be between 2 and 10 degrees. In conclusion, we have a grade 2 flexural limb deformity or a club foot. Donc, au niveau, les radios sont obligatoires dans ce type de cas, en tout cas très conseillés pour pouvoir calculer les différents angles et les comparer à la normale pour pouvoir grader la gravité du cas et avoir des indicatifs à comparer ensuite. Au niveau de le jour d'arrivée, l'angle entre P2 et P3, qui normalement doit être à 180 degrés pour ce poulain-là, était à 129. Ensuite, pour la face dorsale du pied, il y avait un angle à l'arrivée de 130 degrés, alors que c'est normalement entre 55 et 60. Et l'angle palmaire, qui est en général en dessous de 10 degrés, était ici à 73. We also took X-rays of both carpi. Next to the flexural limb deformity, this foal also has a mild angular limb deformity. You can see a 5-degree valgus deformation in the right carpus. The clubfoot can have consequences on the future athletic capacity of your horse. It can lead to overload injuries, and even more severe cases, the sportive career could be completely out of the picture. Because it is sometimes very difficult to get completely rid of the asymmetry in the feet. Therefore, it is necessary to perform an adequate treatment. Ils ont également, pour compléter leur bilan radio, pris des radios des carpes, puisque généralement une déformation du fléchisseur profond dans la durée entraîne également une asymétrie au niveau des étages de l'articulation du carpe. Et c'est ça aussi qui contribue au fait que dans ces cas qui ne sont pas traités, le pronostic sportif du cheval dans le futur est assez pauvre. Et donc c'est très important de détecter à temps et traiter le plus rapidement possible ce type de cas. So for the treatment of this foal, we need to combine an invasive surgery where we dissect and cut the accessory ligament of the affected foot, and secondly, in cooperation with an experienced farrier, we need to have a close follow-up of the foot with a corrective shoeing and trimming. Alors, dans ce type de cas, vu la gravité, le traitement qui a été choisi a été une combinaison entre, premièrement, une chirurgie, une desmotomie des ligaments accessoires distales du fléchisseur profond sur l'antérieur droit, puis ensuite couplé avec un travail de maréchalerie avec des chaussures orthopédiques et un parage spécifique régulier. So the surgery itself can be done in two ways, either a lateral approach or a medial approach. The lateral is technically better because in this way you avoid the neurovascular bundle, which is located medially of the leg. Also, the accessory ligament is slightly located to the lateral side of the leg. The advantage of doing the procedure medial is purely cosmetic. A possible swelling will be less visible because it will be located on the inside of the leg. In this case, the lateral approach was chosen. Alors, il y a dans ce cas-là, pour ce type de chirurgie, deux approches possibles. Une chirurgie en face latérale ou médiale. Généralement, la latérale est plus facile d'accès, donne de meilleurs résultats avec un pronostic un petit peu meilleur. Ça protège également le faisceau vasculaire en face médiale. Par contre, dans les cas un petit peu moins graves, l'approche médiale peut être utilisée puisqu'elle donne de meilleurs résultats cosmétiques avec une cicatrice qui sera moins visible à l'intérieur. Mais vu la gravité de leur cas, l'approche latérale a été choisie pour leur poulain. For the surgery, the foal was placed in a dorsal recumbency. This will reduce the amount of bleeding that will occur if we done the surgery on the lateral recumbency. The surgeon made a 5 centimeter skin incision between the proximal third and the middle third of the third metacarpal bone over the deep digital flexor tendon. After making the incision, the subcutaneous tissues and the fascia are bluntly separated and the tendon structures are identified. After making an incision,
palpation of the parathenon surrounding deep digital flexor tendon and its axial ligament allows the separation between two structures, so you have to do good palpation to identify. Next, a curved hemostatic forceps is introduced and advanced following the slightly curved surface of the tendon to the opposite side, where the forceps is spread and turned. The external ligament lying dorsal to the tendon is elevated to the level of skin incision, and the manipulation of the foot in dorsal direction tightens the ligaments and ensures us that we isolated the correct structure. When the external ligament is correctly located, it is sharply transected with a scalpel blade, and the surgeon removes 1 centimeter of tissue from the distal external ligament. Often there are some remaining fiber strands of the external ligament. Sometimes there are some remaining fiber strands of the external ligament. These should also be transected, but they are located deeper in the surgical site. Separating the external ligament from the deep digital flexor tendon and the distal aspect usually avoids entering inadvertently into the carpal flexor tendon sheath. Donc, au niveau de la chirurgie, donc en face latérale, le chirurgien procède en commençant par faire une incision de 5 cm entre la partie proximale et le milieu de l'os métacarpal 3 au niveau du tendon fléchisseur profond. Il faut séparer franchement les structures présentes à ce niveau-là et vraiment faire une palpation pour pouvoir identifier et être certain d'avoir le ligament accessoire. Et ensuite, il faut pouvoir l'élever avec des forceps hémostatiques courbes, ce qui permet aussi de suivre la courbure naturelle de la surface du tendon. Et une fois qu'on est sûr de la structure et qu'elle est fermement tenue par les forceps, on peut la couper directement, directement le ligament accessoire avec un scalpel affûté et enlever en général environ 1 cm de tissu pour ce ligament accessoire en étant sûr d'avoir également les fibres plus profondes du ligament. So after transection, the parathenon, subcutaneous tissues, and skin are closed using USP 20 or 30 absorbable suturing materials in a continuous pattern. The skin was sutured in this case with an intradermal continuous suture to have a better cosmetic result. The foal received for recovery a bandage and a cast to support the limb, and because of the rather intensive care, the foal got hospitalized at the clinic during its revalidation. 3 days after surgery, we removed the cast, and for the next 3 weeks, we put on a bandage on the leg to apply some moderate pressure to improve the cosmetic results and lessen the scarring at the surgical site. As a primary dressing, we used a non-adherent absorbent sorbipod dressing, and the bandage was changed every 3 to 4 days to check on the skin incision. But every time we placed a bandage, we left out the foot to prevent severe elongation of the flexor tendons. For the medical treatment, the foal received an oral anti-inflammatory. In this case, we used meloxicam for 14 days at a full dose and 6 more days at half a dose. Donc, après la chirurgie, le pied du cheval est immobilisé avec un plâtre qui va pouvoir soutenir la jambe pendant le début de la période de convalescence. Et dans leur cas, ils ont enlevé le plâtre 3 jours après l'opération. Puis pendant les 3 premières semaines, le poulain avait un bandage qui était changé régulièrement, avec aussi une immobilisation stricte au box pour limiter le mouvement. Et il est important à chaque fois qu'il changeait le bandage de vérifier l'aspect septique, qu'il n'y ait pas plutôt d'infection, de contamination au niveau de la plaie, que les sutures soient propres. Et en même temps, le poulain avait un traitement Peros 1 fois par jour de meloxicam à 0,6 mg par kilo pendant 14 jours, puis 6 jours à demi-dose. Okay, I will tell you some more about the progress in the following weeks. Here you see a picture taken at the farrier 3 days after surgery.
The farrier added a hoof shoe with toe extension and an additional wedge. Before gluing the hoof shoe, he will trim the hoof and round the toe in order the shoe to fit nicely. He will also shorten the heel already to the desired length, which will enable the tendons to stretch as much as needed. The hoof now needs to be especially clean. Therefore, he additionally degreases and grades them. Otherwise, the shoe may not adhere sufficiently. In the next step, the farrier will add the hoof shoe with toe extension and put an additional wedge underneath. Alors, 3 jours, donc quand ils ont enlevé le plâtre, en fait, le maréchal est venu pour poser cette chaussure orthopédique, avec une cale en dessous, et en fait ils ont décidé d'arrondir les pinces et de diminuer la hauteur en talon régulièrement. Ensuite ils l'ont fait tous les 2 jours, et il est très important aussi de garder le sabot bien propre et sec avant de le fixer dans la chaussure. They need to file off the wedge in a period of 1 to 2 weeks. In this case, they did it in 2 weeks. It's important to intervene really forcefully in this period, because afterwards the distal accessory ligament will be healed. Every 2 days, they will file off a little bit of the wedge, just enough so the heel won't touch the ground. If you would file off too much at once, the foal would experience too much pain, which can give the opposite of the desired results. This means it's important to find a balance in working forcefully enough and still making progress in little steps. Donc dans ces cas-là, il est important d'avoir un parage qui normalement doit être plutôt agressif pour être sûr. En fait, quand ils ont mis, excuse-moi Valentine, c'est difficile. En fait, ils ont posé le fer collé là avec une extension en pince, et ils ont mis une cale en talon comme vous avez vu. Et en fait, tous les 2 jours, ils ont essayé de diminuer la cale en talon, pas trop vite, parce que s'ils vont trop vite, ils créent de la douleur. Et du coup, si on crée de la douleur, on est dans le système inverse. Et donc, l'objectif, c'est de descendre gentiment les talons en ayant l'extension en pince, pour que dans les 14 jours, on ait un posé de pied à peu près normal. Et il est important de faire ça quand même assez rapidement, parce que sinon, la brique carpienne repousse, et donc vous n'arrivez pas à étirer votre pied. Here you can see the measurements taken 3 days after surgery in comparison to the ones just before surgery. You notice that the angle between the distal phalanx and the middle phalanx is already improved. The ideal angle is described above in blue, which would be 180 degrees. In red, you can read the real measurement that was taken at that moment, namely 150 degrees. The angle between the dorsal hoof well and the ground is now 79 degrees. The measurement of the palmar angle is 26 degrees. Donc ils ont repris leurs mesures 3 jours après l'opération, enfin les bilans radiographiques qui ont montré une amélioration nette au niveau de tous les angles qui se rapprochaient des normales, avec par exemple entre P2 et P3 la norme qui devait être de 180 degrés, le jour de l'arrivée était à 129 et 3 jours après la chirurgie est passé à 150. Au niveau de la partie dorsale de la boîte cornée, l'angle est passé de 130 à 79 degrés, ce qui se rapproche doucement de la norme autour de 60 degrés. L'angle palmaire a aussi beaucoup diminué, passant de 73 à 26 degrés.
Here you can see the pictures that were taken during follow-up at the farrier. You can see the wedge is brought down. Donc ici, vous pouvez comparer les photos qui ont été prises à voilà, 3 jours, 7 jours, 10, 14 et un peu plus après l'opération avec l'amélioration de la position du pied et on peut noter aussi la croissance du sabot. Here are the measurements taken at 19 days after surgery. Now the angle between the distal phalanx and the middle phalanx is 179 degrees. So it's really close to the ideal angle of 180 degrees. The angle between the dorsal hoof wall and the ground at this moment is 70 degrees. Ideally, it's still a bit lower. Oh, wait, sorry. And the palmar angle now measures 11 degrees. Donc là, c'est le bilan radio à presque 3 semaines post-chir. Et voilà, l'angle P2, P3 était très proche de la normale à ce moment, avec 79 degrés, donc juste 1 degré de différence par rapport à la normale. Avec une dizaine de degrés de trop pour l'angle de partie dorsale de la boîte cornée par rapport à la surface de P3 et un angle qui était 1 degré trop haut pour l'angle palmaire 19 jours après la chirurgie. At 3 weeks after surgery, surgery, the foal went home after hospitalization. He still had a hoof shoe with toe extension without wedge. The advice was to give limited exercise because the tendons still needed to stretch. He could stay in a small paddock, and if he's in a stable, he should walk 5 minutes a day. It was also important that the hoof shoe did not get wet, as it can come off. At this point, he didn't need medication, and he needed to revisit 5 weeks after surgery. Donc, après le dernier bilan radio, au bout de 3 semaines, le poulain a pu rentrer chez lui avec, sans bandage, et avec un fer plat. Il n'y avait plus de traitement médicamenteux et par contre, leur équipe, enfin les vétérinaires, avaient prescrit un exercice limité. Alors soit un poulain dans un petit paddock, soit au box avec 5 minutes de marche par jour pour quand même pouvoir stimuler le tendon fléchisseur. Et ça devait rester aussi limité parce qu'il était important que la chaussure ne se décolle pas tous les jours, enfin le fer plutôt, pardon. The revisit 5 weeks after surgery is necessary for several reasons. The hoof shoe is likely to come loose after this period. Also, control is needed to evaluate if the heels can be shortened a little bit more, and to verify whether there are no pressure lesions. Each hoof shoe will stay for 4 weeks, and mostly a hoof shoe is replaced 1 time. This means 2 hoof shoes are used in total, sometimes they even use 3. Donc au bout de 5 semaines post-op, le fer a été retiré. Par contre, le parage a continué avec la réduction toujours de la hauteur en talon. Pendant 5 jours, le poulain a été remis sous méloxicam 1 fois par jour pour l'aider à supporter la douleur qui va venir accompagner le fait qu'il soit remis au pré avec un exercice donc libre. En général, donc la ferrure est changée tous les 4 semaines, avec en général pour ce type de cas un changement 2 voire 3 fois, et ça a été 2 fois dans leur cas, donc 8 semaines en tout. In this case, the revisit took place 40 days after surgery. The foal didn't need a shoe anymore, only a corrective trim was needed, in which they shortened the heels a little bit more.
Meloxicam was prescribed for 5 days, so the foal won't experience too much pain, which could cause tightening of the tendons. Now the foal can go on pasture. Revisiting is still needed in 4 weeks to make sure the positive evolution continues, and it's also recommended to trim the hooves every 4 weeks at this point. Oui. So it's very important that early recognition and adapted treatment increase the prognosis of angular problems. So with early treatment, there will be less angulation. So that's better. Even when the surgery was successful, the hoof of the foals has to be trimmed every 4 weeks, and later we can go to 6 weeks. Donc c'est très important de continuer le parage toutes les 4 semaines si nécessaire, ou de passer à 6 semaines dans le cas où l'amélioration est satisfaisante. Et si if the desmotomy was not enough, we can do a tenotomy of the deep digital flexor tendon. We can advise that when the hoof angle is above 115 degrees, or if the desmotomy was not enough. But it is only a salvage solution because the horse won't be a sport horse anymore. Si réellement la desmotomie n'est pas suffisante et qu'il n'y a pas une amélioration nette du cas, il est possible d'envisager une ténotomie du tendon digital profond, fléchisseur digital profond lui-même, quand l'angle par exemple est supérieur à 115 degrés. Par contre, dans ces cas-là, on essaye d'éviter quand même d'en venir jusque-là, puisque le pronostic sportif devient quasi nul. Then we have the complications. The clubfoot complications are abscesses, remodeling of P3 due to the mechanic laminitis, because the tendon pulls at the hind of the P3. And there can also be inflammation of the joint. Then you have the surgical complications like excessive fibroplasia and of the tendons and the infection of the accessory ligament. And you also have the anesthesia complications like myopathy, paralysis or bad recovery. Donc par rapport aux complications possibles sur ce type de cas de Piedbot, on peut avoir un remodelage de la phalange distale P3 qui peut être et ou accompagné d'abcès et d'un début de fourbure mécanique due à la traction exercée par le suspenseur. On peut également avoir des complications au niveau de la chirurgie quand elle est effectuée avec une fibroblastie excessive des tendons ou alors un risque septique avec une infection possible du ligament accessoire et également les complications de l'anesthésie qui peuvent être au réveil, myopathie, parfois paralysie et des difficultés dans la continuation de la convalescence. Et donc, so the prevention is important because of nutrition and genetics determine bone growth. It's important to don't overfeed your foal, so only hay and a mineral balance. Then you can also adapt the position of the hay racks higher, so you don't do the lateralization with his legs. And also a soft bedding can help the foal to place well his foot on the ground. Donc, puisque ce type de Piedbot a été prouvé d'être en lien avec une nutrition trop importante et que les facteurs génétiques sont plus compliqués à gérer, on peut recommander de, par exemple, placer les râteliers en hauteur, les mangeoires, pour éviter que les poulains aient à avoir cette posture stéréotypique des antérieurs. Et au box, il est recommandé de les mettre sur une bonne épaisseur de paille, par exemple, sur un... Oui, enfin...
So thank you for your attention, and I also would like to thank the organization of EK Junior and also our school for the help, and a lot of thank you for Valentine for the translation for us. So thank you. Il remercie Merci. donc. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante et à cet exploit de translation simultanée en un peu plus de 30 minutes. On a quand même la place pour quelques questions, donc je donne la place aux questions. Elles ont tout dit. Moi, je retiendrai... Ah, bon, alors c'est bon, allez-y. Troisième rang. Bonjour, je suis très reconnaissant d'avoir des Belges ici, de Gand. Je vous félicite. J'avais une question, j'étais un peu étonné de mettre le poulain assez tardivement en marche après l'opération. Je pensais qu'on mettait assez rapidement, plus rapidement les poulains en marche. Est-ce que ça dépend du degré? Certainement, mais le fait de marcher, vous avez fait plutôt à commencer à le faire à partir de 3 semaines. Pourquoi à partir de 3 semaines? So he's saying he's really happy to see a. The reason that we don't walk the foal in the first 3 weeks is we do a very aggressive trimming of the foot. We bring the hoof down in like 1 or 2 weeks. So it causes a lot of pain if we take the foal out of the box and keep walking. First we did the surgery, so the healing process, it hurts a bit. And when a foal hurts, you get a contraction of all the muscles, also the muscles that are the elongation of the tendons. So if you walk the foal, it hurts a lot. So it tightens its ligaments and its tendons. So you undo a bit of the surgery because you get a contraction because of the pain. That's why we also use meloxicam after surgery, but also after trimming in the post-op evaluation. Donc il dit que en fait c'est principalement à cause de la douleur qu'ils n'ont pas commencé à faire marcher le poulain avant parce que après la période au box, la chirurgie, les muscles fléchisseurs, enfin les structures sont contractées et le fait de le marcher provoquerait un ajout de douleur par rapport aussi au parage qui est quand même régulier et plutôt agressif, et donc qu'il préfère attendre que la douleur soit gérée aussi par voie médicamenteuse avant de permettre au poulain de faire de l'exercice. J'ai bien compris, hein, mais j'aimerais bien avoir l'idée de M. Debros concernant l'activité après ce type d'opération. Vous posez la question? Bon. Alors, moi, je n'ai pas de dogme. Hein. C'est-à-dire que ça dépend d'une part de la litière, d'autre part du comportement du poulain. J'ai retenu, moi, de cette présentation très intéressante que les 15 premiers jours sont déterminants et que c'est l'association du contrôle de la douleur et de l'intervention du maréchal qui fait qu'on évalue la tolérance à la descente des talons, hein, progressivement. C'est-à-dire que c'est un check tous les 48 heures maximum. Et pour la locomotion, c'est pareil. Si l'appui au box est correct et qu'en marchant un peu, on voit que l'extenseur commun digital du doigt commence à se contracter, puisque c'est le premier signe de douleur, hein, c'est contracture de l'extenseur commun du doigt, qui vient avant qui est un signe un petit peu plus sensible que celui des fléchisseurs. Hein, celui qui fait, dès qu'il y a une douleur, ça fait caste, on a les contractures devant, derrière. Eh bien, à ce moment-là, on évalue ce qu'il faut faire comme exercice. Donc ma réponse est un peu une réponse normande. Ça dépend de ce qu'on observe. Et est-ce qu'on provoque de la douleur ou pas, et savoir que l'exercice principal est quand même de descendre les talons progressivement et de voir ce que ça donne.
Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu partiellement à votre question. Il faudra que notre consoeur de Cluj traduise la réponse, ce qu'elle est en train de faire. Hein. Est-ce qu'on a une autre question? Oui, bonjour. Je suis maréchal et du coup la chirurgie c'est pas mon domaine. Je voulais savoir quand vous sectionnez le ligament accessoire, du coup vous enlevez 1 centimètre, comment il fait pour se reconstituer si on le raccourcit en fait? He's asking actually the same question I did on the day. So what is he's saying he's a farrier, not a vet, but he would like to know after the surgery, what is the outcome for the ligament that you section? What about the 1 centimeter gap? What is basically happening after that? So after we remove 1 centimeter of tissue, we expect the ligament to heal, but it only gives us time to do an aggressive correction of the angular deformities and everything. So in the first 2 weeks we bring the heel down like it should be, or we try it as good as we can. But after that, after 1 or 2 months, the gap is healed again. It's not a critical gap where we keep it apart from each other, but after a few days it's filled with granulation tissues and it heals. It just gives us time to do the correction, but it's not a complete healing. It's just scar tissue, but it doesn't affect the performance of in the later life of the fall and in sport career or something. I think we have a prognosis of 86% that goes into the sport at high levels. So it doesn't really affect the sport career, but it just gives us time, but it heals after a while. Donc, moi, j'avais posé la même question. Et il m'avait expliqué, et c'est ce qu'il a répété, qu'une incision qui est inférieure en général à 2,5 cm, donc dans leur cas 1 cm, cicatrise bien. Même si ce qui est primordial au début, c'est d'abaisser les talons, de se concentrer sur le pied-bot en lui-même, et que généralement, même avec une cicatrisation complète, après 1 voire 2 mois, il restera toujours du tissu qui sera de moins bonne qualité que ce qui était avant, mais ce qui normalement n'empêche pas la carrière même sportive des chevaux, puisqu'il s'agit entre guillemets simplement d'un ligament accessoire, et que le pronostic est plutôt bon avec eux dans leurs études, 86% de chevaux qui peuvent ensuite reprendre une carrière de loisirs, voire de sport sans problème locomoteur. Et que le ligament, que les 2 bouts sectionnés du ligament, tant que c'est en dessous de 2,5 cm, en général, se rattachent et cicatrisent proprement. Dernière question, on arrêtera après. Et tout au fond, là-bas. Bonjour. Ce sera la dernière. Je voulais savoir si, avec un peu plus de temps et avec une ferrure un peu plus drastique dès le départ, on peut éviter la chirurgie. He's asking if with a little bit more time and more severe and straightforward trimming of the hoof, is it possible to avoid surgery? Or is it a mandatory thing you think you have to do in those type of cases? Well, in this case, I don't think you can really avoid it without severely hurting the fall. Normally, it's the job of the owner to have a close follow-up of his fall to prevent this kind of situation. And then, if you see that you don't succeed in an early correction at home, be on time to come to a clinic or a vet to prevent this. So he's saying. Il explique que dans ce cas-là, le jour où ils l'ont reçu à la clinique, non, ça n'aurait pas été possible de toute façon, puisque c'était un cas de pied-bot trop sévère, comme il l'avait dit, un grade 2. Donc la chirurgie, si on voulait pouvoir avoir un pronostic sportif pour le poney, était obligatoire.
Par contre, que cela devrait être aux propriétaires de peut-être se rendre compte de ce genre de pathologie plus tôt. Et effectivement, pris à temps, avec un parage correctif du maréchal, c'est tout à fait possible d'éviter d'aller en chirurgie, mais il faut vraiment commencer à avoir un traitement dès les premiers signes de Piedbot. Pour cette réponse. J'invite ceux qui seraient intéressés par la ferrure florentine à s'adresser à deux maréchaux ici présents qui ont des techniques performantes. Ils peuvent voir Luc Leroy ou Hans Castelien. Ils leur expliqueront leur méthode pour poser ces florentines. Simplement un commentaire. Autant il faut aller très vite dans les 15 jours qui précèdent, qui suivent la chirurgie pour voir pour descendre les talons progressivement. Autant aussi, ces florentines à extension doivent avoir un résultat très très rapide, hein, parce qu'elles doivent modifier la locomotion dans les 24 heures. Hein. Et si on est sur un cas limite dont on ne sait pas trop, et qu'on démarre sur une florentine à expansion très longue, on verra, ça peut faire 25 cm, hein, pour modifier la locomotion, eh bien, à ce moment-là, il faut se poser la question s'il ne faut pas aller quand même en chirurgie. Donc, ils vous expliqueront ça, ça peut demander un petit peu de temps, ils ont un savoir-faire remarquable, et on ne peut pas en débattre maintenant, mais profitez de leur présence pendant ce congrès pour aller les questionner. Je vais être obligé d'interrompre cette séance, mais il me faut remercier quand même nos sponsors. Il faut savoir que cette association d'Écu Junior, qui, je le répète, est sous l'initiative, l'entretien, le dévouement de Sébastien Corre, peut avoir lieu grâce à des sponsors. Alors moi, je salue là déjà Mustad, qui a été à l'initiative du progrès du projet, pardon, et qui a été suivi par Eurofer, Fort, Aquitaine Cheval, Concept Plateforme avec sa plateforme hypotypose, excusez-moi, Certivette, Centravette, Beringer, Écuisserre, Crédit Agricole Normandie, Biotep, de Claude Lorty, notre confrère, votre confrère, moi je suis veto, excusez-moi, de votre confrère maréchal qui est très, très, très associé à nos travaux au Canada et dont l'équipe est présente aujourd'hui. Hein. Donc je vous remercie tous, je refélicite les équipes qui ont fait un travail remarquable et je vous invite à aller voir les démonstrations. Cette séance est terminée.